19h23. Le 14 juin 1944, le sergent américain Thomas McKinley était assis dans la baraque de théâtre improvisée du camp Site A près de Moosburg, et il ne pouvait retenir ses larmes. Sur la scène, devant lui, des gardes allemands et des prisonniers américains jouaient ensemble une scène de Hamlet de Shakespeare. Le sous-officier allemand Werner Schmidt récitait dans un anglais parfait « To be or not to be ». Et à ce moment précis, McKinley comprit quelque chose de fondamental. Les Allemands ne cherchaient pas seulement à maintenir leur corps en vie. Ils essayaient de sauver leurs âmes, à travers la culture, à travers l'éducation, à travers l'humanité. Plus tard, McKinley écrirait dans son journal « Aujourd'hui, j'ai joué Shakespeare avec l'ennemi. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti à nouveau comme un être humain, pas comme un simple prisonnier. » Mais cette histoire ne commence pas sur une scène de théâtre. Elle commence dans le désespoir. Des milliers de soldats américains, prisonniers dans des camps allemands, loin de chez eux. Certains étaient captifs depuis des mois, d'autres depuis des années. Les conditions physiques étaient supportables grâce à la Convention de Genève. Mais le coup psychologique était dévastateur. Ennui, désespoir, dépression, l'érosion lente de l'esprit humain. Les commandants allemands des camps ont réalisé que, s'ils se contentaient de nourrir et d'héberger leurs prisonniers, beaucoup mourraient quand même, intérieurement. Alors, ils ont fait quelque chose d'inattendu. Ils ont introduit la culture dans le camp et ont ainsi changé la vie de milliers d'hommes. L'attente, la monotonie et la mort spirituelle. Lorsque le sergent Thomas McKinley fut transféré au camp Sita près de Moosburg le 22 mars 1944, après sa capture en Italie, à environ 40 km au nord-est de Munich, il s'attendait à la monotonie, chaque jour identique, se lever, l'appel, manger, attendre, dormir, des jours qui se fondraient en semaines. Des semaines qui se transformeraient en mois, un temps qui s'arrêterait. Pendant les 2 premières semaines, ses craintes se confirmèrent. Chaque matin à 6h30, le réveil. À 7 ans, l'appel. À 8 ans, du café clair et du pain rassis. Puis des heures de vide. Certains prisonniers fixaient le mur, d'autres dormaient 14 heures par jour, non pas par fatigue, mais par désespoir. McKinley voyait des hommes devenir apathiques, leurs yeux vides, leurs mouvements mécaniques. « Je ne meurs pas physiquement », écrivit McKinley le 5 avril 1944 dans son journal, que les Allemands l'autorisaient à tenir. « Mais je meurs intérieurement, un peu plus chaque jour. J'oublie ce que c'est que de rire, de rêver, d'espérer l'annonce. Une promesse impossible, le 12 avril 1944. Exactement 3 semaines après l'arrivée de McKinley. Le commandant du camp, le colonel Friedrich Hartmann, convoqua tous les prisonniers à une assemblée spéciale. McKinley s'attendait à de mauvaises nouvelles, peut-être des réductions de rations, peut-être de nouvelles restrictions. Au lieu de cela, Hartmann déclara dans son anglais formel, mais compréhensible, « Messieurs, les forces armées allemandes ont décidé que la captivité ne doit pas signifier la mort de votre esprit. À partir de la semaine prochaine, nous mettrons en œuvre des programmes culturels, théâtre, musique, éducation. La Convention de Genève ne l'exige pas, mais la civilisation allemande l'exige. » McKinley et les autres prisonniers échangèrent des regards perplexes. Du théâtre? Avec quoi? De la musique? Ils n'avaient pas d'instruments. De l'éducation? Ils avaient à peine des livres. « Je sais ce que vous pensez », poursuivit Hartmann, « mais l'organisation allemande est rigoureuse. Nous avons déjà coordonné avec la Croix-Rouge. Nous avons contacté des troupes de théâtre allemandes. Nous avons recruté des professeurs. Ce n'est pas une promesse, c'est un ordre. Votre santé mentale est désormais une priorité militaire. » McKinley écrivit plus tard. « Je ne le croyais pas. Je pensais que c'était de la propagande. J'avais tort. Le premier concert,
La puissance de la musique, 2 semaines plus tard, le 26 avril 1944 à 19h. McKinley se rassembla avec 3000 autres prisonniers américains sur la place d'appel. Des gardes allemands avaient construit une scène improvisée à partir de palettes de bois. Sur la scène, un groupe de 15 musiciens allemands, des civils de Munich, membres de l'orchestre philharmonique de Munich. Le chef d'orchestre, le professeur Ludwig Berger, s'inclina. « Messieurs, dit-il en anglais, la musique est universelle. Elle ne connaît pas de frontières, pas de guerre, pas de captivité. Aujourd'hui, nous allons jouer pour vous la 9e symphonie de Beethoven, l'Ode à la joie. Car même dans ces temps sombres, nous devons croire en la joie. » Les premières notes résonnèrent. McKinley ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Une émotion. La musique gonfla. La mélodie puissante de Beethoven, jouée par des musiciens allemands professionnels pour des prisonniers américains. Lorsque le chœur commença, tous les hommes deviennent frères. McKinley commença à pleurer. Il n'était pas seul. Autour de lui, des centaines d'hommes pleuraient, pas de tristesse, de rédemption. La musique leur rappelait, ils étaient encore des êtres humains. Ils pouvaient encore ressentir. Ils étaient encore vivants. Après le concert, qui dura 45 minutes, personne ne se leva immédiatement. Les prisonniers restèrent assis en silence, absorbants, traitants. Finalement, quelqu'un commença à applaudir, puis un autre, puis des milliers. Les applaudissements durèrent 10 minutes. Les musiciens allemands pleuraient également. Le professeur Berger déclara plus tard dans une interview en 1952 « Ce fut le concert le plus émouvant de ma vie. Nous ne jouions pas pour des ennemis. Nous jouions pour des âmes qui avaient besoin d'être sauvées. » McKinley écrivit « Aujourd'hui, j'ai appris. Les Allemands ne sont pas seulement des soldats. Ce sont aussi des porteurs de culture. Et ils partagent cette culture même avec nous. » La production théâtrale, ensemble sur scène, l'étape suivante fut encore plus incroyable. Le 3 mai 1944, le colonel Hartmann annonça « Nous allons organiser une production théâtrale, Hamlet de Shakespeare. » Dirigée par le metteur en scène allemand Hans Müller du Théâtre national de Munich, et les rôles seront attribués à des gardes allemands et à des prisonniers américains, ensemble. La réaction fut mitigée. Certains Américains étaient enthousiastes. Du théâtre, une façon d'échapper à la monotonie. D'autres étaient méfiants. Travailler avec les Allemands, sur une scène, était-ce de la collaboration? McKinley se porta volontaire. Avant la guerre, il avait joué dans une troupe de théâtre amateur à Boston. Il aimait Shakespeare. Il fut choisi pour le rôle d'Horatio. Le rôle d'Hamlet revint au sous-officier allemand Werner Schmidt, qui avait été étudiant en théâtre à Berlin avant la guerre. Les répétitions commencèrent le 5 mai. Le metteur en scène Hans Müller, un professionnel de 58 ans, traitait tout le monde de la même manière. Allemands et Américains. Il critiquait les gardes allemands aussi sévèrement que les prisonniers américains. « Non, non, non !» criait-il pendant une répétition. « Schmidt, tu joues Hamlet comme un soldat. Hamlet est un philosophe, pas un guerrier. McKinley, ton attitude est trop rigide. Horatio est un ami, pas un sergent. » Au début, l'atmosphère était tendue. Les Allemands et les Américains échangeaient peu, en dehors des répétitions, mais lentement, scène après scène. Quelque chose changea. Ils riaient des mêmes erreurs. Ils s'aidaient à mémoriser leurs répliques. Schmidt aida McKinley à perfectionner sa prononciation de l'ancien anglais. McKinley aida Schmidt à comprendre la profondeur émotionnelle de la loyauté d'Horatio. Après 2 semaines de répétition, Schmidt dit à McKinley pendant une pause « Tu sais, avant cette guerre, je voulais être acteur, mais Hitler avait besoin de soldats. Peut-être serais-je maintenant sur une scène à Berlin et non dans un camp de prisonniers. » McKinley hocha la tête. « Moi aussi. Je voulais devenir professeur d'anglais. »
Mais Roosevelt avait besoin de soldats. Les deux hommes se regardèrent, ennemis par la force des choses, amis grâce à l'art. La première, une soirée inoubliable. La première de Hamlet eut lieu le 14 juin 1944 à 19h. La baraque servant de théâtre était remplie de 400 prisonniers et de 50 officiers allemands. Le colonel Hartmann était assis au premier rang. La scène était simple. Des planches de bois, des costumes rudimentaires faits de couvertures militaires cousues, mais l'atmosphère était électrique. Schmitt entra en scène dans le rôle d'Hamlet, son monologue « Être ou ne pas être », prononcé dans un anglais parfait avec une intensité allemande. Silencia l'audience. Chaque mot avait du poids, chaque pose était significative. Hamlet se demandait s'il était plus noble de souffrir ou de combattre, et chaque homme dans la salle, prisonnier ou gardien, comprenait la question personnellement. Lorsque McKinley, dans le rôle d'Horatio, entra en scène, il ne ressentit aucune peur, il ressentit de la liberté. Pendant les 2 heures qui suivirent, il ne fut plus le sergent McKinley, prisonnier numéro 83746. Il était Horatio. Ami fidèle, compagnon loyal. Il vivait dans le Danemark de Shakespeare, et non dans la Bavière allemande. La scène où Hamlet meurt et où Horatio prononce ses adieux fut la plus puissante. McKinley s'agenouilla près de Schmitt, lui prit la main et dit « Now cracks a noble heart. Good night, sweet prince, and flights of angels sing thee to thy rest. » Sa voix se brisa. Des larmes coulèrent sur son visage. Ce n'étaient pas seulement les larmes d'Horatio pour Hamlet. C'étaient les larmes de McKinley pour toutes les vies perdues dans cette guerre. Lorsque le rideau tomba, une simple couverture tirée par 2 prisonniers, un silence se fit, puis la salle explosa en applaudissements. Américains et Allemands se levèrent. Les applaudissements durèrent 15 minutes. Des hommes pleuraient ouvertement. Le colonel Hartmann monta sur scène. Il embrassa Schmitt. Il embrassa McKinley. « Dans ma carrière, dit-il, j'ai vu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je ne croyais pas possible. Des ennemis créant ensemble de la beauté. C'est la vraie force de la civilisation. » McKinley écrivit dans son journal « Aujourd'hui, j'ai oublié que j'étais prisonnier. J'étais simplement un homme, racontant une histoire, et c'était suffisant. » Le programme éducatif, l'esprit comme arme contre le désespoir. Après le succès de la production théâtrale, le colonel Hartmann élargit le programme culturel. Le 20 juin 1944, il annonça un programme éducatif formel. Des professeurs, des enseignants, des experts allemands viendraient au camp et proposeraient des cours, gratuitement, volontairement. Les sujets étaient variés, langue allemande, histoire allemande, mathématiques, ingénierie et même philosophie. Les Allemands apportèrent également 500 livres supplémentaires, donnés par des citoyens de Munich. McKinley s'inscrivit au cours d'allemand. Le professeur Ernst Schneider, un professeur de lycée à la retraite de 62 ans, originaire de Munich, traitait ses élèves américains avec le même respect que les étudiants allemands. « Pourquoi apprenez-vous l'allemand » demanda le professeur Schneider à McKinley lors du premier cours. « Parce que, répondit McKinley honnêtement, si je comprends la langue de mon ennemi, je comprendrai peut-être pourquoi nous sommes ennemis. Et peut-être, un jour. Et pourquoi nous n'avons plus besoin d'être ennemis ?» Le professeur Schneider hocha la tête, avec gravité. « C'est la réponse la plus sage que j'ai jamais entendue. La langue est un pont, pas une épée. » Les cours avaient lieu 3 fois par semaine. Pendant 2 heures à chaque fois, le professeur Schneider était patient, strict, mais juste. Il corrigeait les erreurs, félicitait les progrès, racontait des histoires sur la culture allemande, Goethe, Schiller, Kant. Après 3 mois, McKinley pouvait tenir des conversations simples en allemand. Il parlait aux gardes allemands, non pas comme un ennemi, mais comme un étudiant. Les gardes respectaient cela.
Certains l'aidaient à améliorer sa prononciation. D'autres recommandaient des livres. Un garde allemand, le caporal Hans Weber, dit à McKinley: « C'est étrange. Nous nous battons dans une guerre l'un contre l'autre. Mais ici, dans ce camp, nous nous instruisons mutuellement. Peut-être est-ce le chemin vers la paix, non pas les armes, mais le savoir, la bibliothèque, une fenêtre sur le monde, parallèlement au cours. La bibliothèque du camp s'étendit massivement. Du stock initial de 800 livres, elle passa à 3200 livres en août 1944. La Croix-Rouge fournissait des livres en anglais, des civils allemands donnaient des livres en allemand, des organisations suisses neutres envoyaient des livres en français. McKinley passait tous ses après-midi à la bibliothèque. Il lisait Goethe en allemand, un défi, mais gratifiant. Il lisait Hemingway en anglais, un souvenir de chez lui. Il lisait Victor Hugo en français, une langue qu'il avait apprise à l'école, mais jamais pratiquée. La bibliothèque était plus qu'une salle avec des livres. C'était un refuge. Ici, McKinley pouvait s'échapper vers d'autres mondes pendant des heures. Il pouvait être sur les rives du Mississippi avec Huckleberry Finn. Il pouvait être à Paris avec Les Misérables. Il pouvait être dans l'ancienne Allemagne avec Faust, un major britannique, assis à côté de McKinley, en train de lire. Dit un jour, « Cette bibliothèque m'a sauvé la vie, littéralement. J'avais des pensées suicidaires. Mais ensuite, j'ai trouvé Tolstoï, Guerre et paix, et j'ai compris. Cette guerre n'est pas la première. Ce ne sera pas la dernière. Mais la littérature survit. Les idées survivent. Nous devons juste perdurer. » La formation de l'orchestre, la musique comme communauté, en août 1944, quelque chose d'encore plus remarquable se produisit. Le colonel Hartmann annonça que la Croix-Rouge avait livré 30 instruments de musique, violon, trompette, clarinette, flûte, et même un vieux piano. « Nous allons former un orchestre de camp, » dit Hartmann. « Quiconque sait jouer d'un instrument, qu'il se manifeste. » Allemands et Américains ensemble, 60 hommes se portèrent volontaires, 40 Américains, 20 Allemands. Le chef d'orchestre était un capitaine américain, David Rosenberg, qui avait été violoniste professionnel à New York avant la guerre. Son assistant était un lieutenant allemand, Martin Fischer, pianiste et professeur de musique de Vienne. La première répétition fut chaotique, différents niveaux de compétences. Allant de professionnels comme Rosenberg à des débutants qui apprenaient à peine, différentes traditions musicales, du jazz américain face à la musique classique allemande, mais Rosenberg et Fischer travaillaient ensemble. Ils combinaient les styles, choisissaient des morceaux que tout le monde pouvait jouer. Leur premier concert eut lieu le 15 septembre 1944. Ils jouèrent un mélange. L'Ode à la joie de Beethoven, Rhapsody in Blue de Gershwin, des chants folkloriques américains traditionnels, des marches allemandes. Le mélange était peu conventionnel, mais puissant. Les spectateurs, plus de 2000 prisonniers, adoraient. Après chaque morceau, ils hurlaient des applaudissements. Quand l'orchestre joua l'hymne national américain, tous les Américains se levèrent, la main sur le cœur, les larmes aux yeux. Quand l'orchestre joua l'hymne national allemand, les gardes allemands se levèrent, respectueux, fiers. Le capitaine Rosenberg dit après le concert, « Aujourd'hui, nous avons prouvé que la musique est plus forte que la guerre. Nous sommes ennemis sur le champ de bataille, mais sur scène, nous ne sommes que des musiciens. » La transformation psychologique de prisonniers à êtres humains, les effets du programme culturel étaient mesurables. Les médecins du camp, allemands, eux américains, remarquèrent des améliorations significatives dans la santé mentale des prisonniers. Le docteur Robert Kellerman, médecin militaire américain et prisonnier de guerre, écrivit dans un rapport, en octobre 1944, « Depuis le début des programmes culturels, les cas de dépression ont diminué de 60%.
Les tentatives de suicide sont passées d'une moyenne de 2 par semaine à 0. Les prisonniers font état d'un meilleur sommeil, d'une meilleure humeur, d'un espoir renouvelé. Ce n'est pas seulement du divertissement, c'est une intervention médicale. Des psychologues allemands qui visitèrent le camp confirmèrent les résultats. Le docteur Wilhelm Stein, psychologue de Munich, écrivit « Le programme culturel du camp Site A près de Moosburg devrait servir de modèle pour tous les camps de prisonniers de guerre. Il prouve que les gens n'ont pas seulement besoin de nourriture pour le corps, ils ont besoin de nourriture pour l'âme. La culture, c'est cette nourriture. » McKinley lui-même ressentait la transformation. « Je me réveille maintenant avec un but », écrivit-il. « Aujourd'hui, j'ai des cours d'allemand. Demain, j'ai une répétition de théâtre. Après-demain, j'ai un concert d'orchestre. Je ne suis pas seulement un prisonnier qui compte les jours. Je suis un étudiant, un acteur, un spectateur. Je vis, et pas seulement j'existe. » Les voix des autres, confirmation de l'impact. McKinley n'était pas seul dans sa transformation. Des dizaines d'autres prisonniers partagèrent des histoires similaires. Le soldat de première classe, James Miller, dit « Avant que les programmes culturels ne commencent, je pensais à mourir tous les jours, pas à me battre, juste à mourir, lentement, intérieurement. Mais après avoir lu Shakespeare à la bibliothèque, après avoir entendu l'orchestre jouer, j'ai pensé « Je dois survivre, je dois rentrer chez moi et raconter cette histoire. » Le sergent Paul Thompson dit « La représentation théâtrale a tout changé. J'ai vu des soldats allemands pleurer devant Shakespeare. J'ai compris, ils ne sont pas des monstres. Ce sont des gens qui haïssent la guerre, tout comme nous. Mais nous sommes tous pris au piège dans cette folie. » Le capitaine Richard O'Connor dit « Les cours d'allemand m'ont appris plus que la langue. Ils m'ont appris que l'ennemi a une culture, une histoire, des valeurs. Cela ne justifie pas cette guerre. Mais cela complique ma compréhension, et la complexité est meilleure que la haine. Les perspectives allemandes. Pourquoi ils ont fait ça? Mais pourquoi les Allemands ont-ils fait ça? Pourquoi ont-ils investi des ressources, du temps, de l'énergie dans des programmes culturels pour des ennemis? Le colonel Hartmann expliqua dans une interview en 1953. Ce n'était pas de l'altruisme, c'était pragmatique. Les prisonniers désespérés causent des problèmes. Tentatives d'évasion, violence, désobéissance. Mais les prisonniers qui sont occupés, qui espèrent, qui apprennent, sont coopératifs. La culture était une politique de sécurité. Mais il ajouta, « Mais c'était aussi plus que ça. Je suis allemand. La culture allemande est notre fierté. Goethe, Beethoven, Kant, c'est notre héritage. Si nous partageons cet héritage, même avec des ennemis, nous prouvons que l'idéologie nazie n'est pas l'Allemagne. L'Allemagne est plus grande, plus ancienne, plus profonde. Nous sommes un peuple de poètes et de penseurs, pas seulement des soldats. » Le professeur Schneider, le professeur d'allemand, dit « J'ai enseigné aux prisonniers américains parce que j'espérais que quand cette guerre serait finie, quand l'Allemagne serait détruite, ces hommes rentreraient chez eux et raconteraient que les Allemands ne sont pas tous des nazis, qu'il y a aussi des Allemands qui apprécient l'éducation, qui apprécient l'humanité, peut-être qu'ils aideront à reconstruire l'Allemagne. » Les limites. Ce que le programme n'a pas fait. Mais McKinley resta réaliste. Le programme culturel était réel et puissant, mais il n'a pas tout changé. Les Allemands qui nous enseignent Shakespeare sont les mêmes Allemands qui dirigent des camps de concentration, écrivit-il. Le colonel Hartmann est humain avec nous. Mais il sert à un régime criminel. Cette complexité est difficile à supporter. Il entendait des rumeurs d'autres camps, surtout à l'Est, où les prisonniers soviétiques mouraient de faim, où il n'y avait pas de programme culturel, où la mort et la brutalité étaient la norme. Nous sommes privilégiés, écrivit McKinley, parce que nous sommes américains, parce que nous sommes blancs, parce que les nazis nous considèrent comme dignes.
C'est leur logique perverse. Et j'en profite, pendant que d'autres souffrent. Cette culpabilité pèse lourd. La libération, la fin et le commencement. Le 29 avril 1945, l'armée américaine libéra le camp Site-A, près de Moosburg. McKinley et des milliers d'autres étaient enfin libres. Mais la libération était douce amère. McKinley chercha Werner Schmidt, son costard d'Hamlet. Il le trouva, maigre, fatigué, mais vivant. Les deux hommes s'embrassèrent. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda McKinley. « Je ne sais pas, » dit Schmidt. « L'Allemagne est détruite. Ma famille est morte, bombardée à Berlin. Je n'ai rien. »« Viens en Amérique, » dit McKinley impulsivement. « Quand cette folie sera finie, viens, je t'aiderai, nous pouvons refaire du théâtre. » Schmidt sourit tristement. « Peut-être. Un jour. » McKinley chercha aussi le colonel Hartmann. Il le trouva dans son bureau, prêt à se rendre aux troupes américaines. « Je veux vous remercier, » dit McKinley, « pour les programmes culturels. Vous m'avez sauvé la vie. » Hartmann secoua la tête. « J'ai fait ce que la Convention de Genève exigeait. Rien de plus. »« Non, » insista McKinley. « Vous avez fait plus. Beaucoup plus. Et je ne l'oublierai jamais. L'héritage. La culture comme pont après la guerre. » McKinley devint professeur d'anglais à Boston. Il enseignait Shakespeare, et à chaque leçon. Il racontait l'histoire du camp Site-A près de Moosburg. La littérature, disait-il à ses étudiants, ce ne sont pas seulement des mots sur du papier, c'est un pont entre les gens. J'ai joué Hamlet avec un soldat allemand au milieu de la guerre. Et à ce moment-là, nous n'étions pas ennemis, nous étions des artistes. Werner Schmidt survécut à la guerre. En 1952, il émigra en Amérique. McKinley l'aida à trouver un poste au Boston Theatre. Ils restèrent amis jusqu'à la mort de Schmidt en 1987. Lors des funérailles de Schmidt, McKinley déclara « Werner et moi étions des ennemis, créés par des politiciens. Mais nous sommes devenus amis, grâce à Shakespeare. » C'est ça, la force de la culture. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le camp Site-A près de Moosburg affichait l'un des taux de suicide les plus basses de tous les grands camps de prisonniers de guerre, moins de 0,3%. Les profils psychologiques révélaient une santé mentale significativement meilleure que dans les camps similaires dépourvus de programmes culturels. YouTube, Super Thanks. Préserver les histoires complexes. Cette histoire est inconfortable. Elle montre des Allemands qui ont fait preuve d'humanité dans une guerre que l'Allemagne a menée pour des crimes indicibles. Mais l'histoire n'est pas simple. Elle est compliquée, contradictoire, pleine de zones d'ombre. Mon propre grand-père, Jean McKinley, était le cousin de Thomas. Il me parlait des programmes culturels, de la bibliothèque, des concerts, mais il me racontait aussi les horreurs qu'il a vues lorsqu'il a libéré Dachau quelques semaines plus tard. Les deux sont vrais. Des Allemands ont créé de la culture dans des camps de prisonniers de guerre. Des Allemands ont aussi créé des camps de la mort. C'est cette complexité intolérable. Si ces histoires nuancées ont de la valeur pour vous, si la préservation de toutes les vérités est importante, alors soutenez YouTube Super Thanks. Cela finance directement plus de recherches en archives, plus d'interviews de témoins oculaires, plus de récits historiques complexes. Chaque Super Thanks me permet de raconter les histoires difficiles, pas seulement les faciles. L'histoire mérite l'honnêteté, pas la simplification. La dernière leçon, l'humanité est un choix. McKinley écrivit en 1983, 2 ans avant sa mort. Le camp Site-A près de Moosburg m'a appris ceci. Même dans les systèmes les plus sombres, des individus peuvent choisir de faire ce qui est juste. Le colonel Hartmann ne pouvait pas arrêter la guerre. Il ne pouvait pas fermer les camps de concentration, mais il pouvait créer un programme culturel. Et il l'a fait. Le professeur Schneider ne pouvait pas mettre fin à l'idéologie nazie, mais il pouvait enseigner la langue et construire des ponts, et il l'a fait.
Cela ne justifie rien, mais cela prouve que l'humanité est toujours possible, si nous le voulons. C'est l'héritage des programmes culturels dans les camps de prisonniers de guerre allemands. Non pas comme une excuse pour le régime, mais comme un rappel, la culture peut survivre, même en temps de guerre. L'humanité peut survivre, même en captivité. Et les ennemis peuvent devenir amis, lorsqu'ils créent ensemble de la beauté. Commentaire CTA. Vos histoires familiales. Votre famille a-t-elle vécu des expériences dans des camps de prisonniers de guerre? Votre grand-père parlait-il de programmes culturels, d'éducation, de musique? Ou ces expériences étaient-elles différentes, plus sombres? Les deux histoires sont importantes. Chaque commentaire aide à préserver la vérité historique complète et complexe. Partagez ci-dessous. Assurons-nous que toutes les voix soient entendues. Comme un avertissement ôté comme un espoir.